questions à se poser avant de faire des choix, les différents modèles qui s'offrent à nous. Voilà, on va essayer avec Karim de clarifier un peu tous ces éléments-là et vous apporter le plus de réponses possible. Comme on l'expliquait il y a quelques minutes, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions au fur et à mesure et on fera du mieux pour y répondre. Donc, pour animer ce webinaire, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Amélie, je suis partenaire dans le cabinet Axis Odyssey, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans tout ce qui concerne le travel management dans les grandes entreprises et entre autres le choix et la refonte de tout l'écosystème process et outils sur la partie Travel and Expense Management. Et je suis accompagnée pour ce webinaire de Karim. Oui, Je te Karim laisse te Juny, présenter. je suis cofondateur et président d'Expensia. Donc Expensia, c'est une solution qui automatise la gestion des notes de frais de bout en bout. Voilà. Alors, en préparant ce webinaire, du coup, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour vous face à tout ce qu'il est proposé aujourd'hui dans l'écosystème. Donc, on a découpé cette présentation en plusieurs étapes. La première, ça nous semblait important de rappeler quelles questions il fallait se poser en amont, finalement, au-delà même de comprendre les modèles et de ce qui est proposé. C'était comment le confronter à la réalité, en fait, de ce qu'il y a dans vos entreprises. Face à cela, vous décrire un petit peu plus en détail les différents modèles qui s'offrent à vous pour pouvoir les confronter par rapport à la réalité terrain. Et puis ensuite, du coup, Karim, si tu veux reprendre la main. Oui, c'est de comprendre un petit peu voilà, les différents modèles et puis de faire au-delà de ces modèles-là, faire aussi un zoom sur Expensia, c'est quoi notre position là-dessus, et puis enfin répondre au maximum de questions parce qu'on a vraiment envie que ça soit interactif et que ça serve à tous les, toutes les personnes qui assistent et à vos éventuels projets en cours. Donc voilà pour l'ordre du jour. Alors, la première étape, c'était de se dire, finalement, il y a beaucoup d'entreprises, on le voit dans nos clients, qui vont aller faire un benchmark de l'ensemble des sociétés pour aller regarder ce qui se fait sur le marché, quelles sont les meilleures pratiques, les modèles, et qui se disent, bah, du coup, en ce moment, voilà ce qui se fait, et donc, du coup, c'est ce que je vais expliquer à mon entreprise. Or, la première étape, généralement, quand on démarre une mission chez un client, bah, comme pour tout choix, c'est de se repositionner aussi sur de quoi j'ai réellement besoin et de quoi mon entreprise aussi est capable à faire, quelle est la marche à franchir pour atteindre les objectifs, pour mettre en place quelque chose de réaliste et qui soit cohérent par rapport à mon entreprise. Et ça, au-delà même des modèles qui sont proposés ou de ce qui marche bien ailleurs, c'est une étape qui est indispensable en fait pour faire les bons choix derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et 3 éléments à regarder. Le premier, c'est dans quel type d'entreprise je suis, en fonction du scope géographique, en fonction de l'organisation en place, de l'écosystème. Les choix seront complètement différents et ce qui fera sens pour une entreprise ne fera pas forcément sens pour l'autre. Typiquement, le scope géographique, si on est sur un projet qui est France uniquement, Europe ou monde, et en fonction des zones qui sont déployées dans le monde, les écueils et les difficultés ne seront pas les mêmes dans le choix des outils, principalement sur la partie voyage, qui est quand même plus complexe et avec plus de spécificité locale, bien qu'il y en ait un petit peu sur l'expense. Voilà, les choix sont différents. Donc, le scope géographique du projet à court terme, mais aussi à long terme, va être important pour définir quel est le bon modèle. On a des entreprises, par exemple, qui vont nous dire bah, moi, c'est un projet France, et plus tard, on verra. Bah, en fait, finalement, le plus tard, on verra, il est important pour définir le bon modèle au départ, parce que si le plus tard, on verra, c'est bah, ça marche bien, puis dans un an, je vais faire un périmètre monde, bah, les choix qu'on aura fait au démarrage auront été structurants pour le reste. Donc, avoir une vision de quel est le scope géographique à court terme et à long terme est important pour faire les bons choix sur les modèles. Même au-delà même Ensuite, de ces scopes géographiques, il y a aussi les scopes à l'intérieur de l'entreprise aussi. Nous, on voit le même modèle de je fais France, puis je fais le reste. On voit je fais telle population, puis je fais le reste. Et le problème, c'est que si le oui, reste est une population très différente, avec une organisation très différente, ça va figer les modèles qu'il aurait fallu choisir au démarrage. complètement. Oui, oui c'est vrai. Le cas classique, c'est on fera la holding, et si ça fonctionne sur la holding, on fera les filiales. Voilà, et ça Donc fait les ça, filiales voilà, ont des métiers typiquement, c'est très à prendre en différents. compte. Oui.
Complètement. Donc, savoir ce qu'on fait en fonction d'une roadmap, ça c'est important à avoir en tête, même si la roadmap, elle est parfois, des fois, que pour la personne qui a lancé le projet et qu'elle n'est pas encore partagée à 100% par l'ensemble des gens. L'organisation en place est importante aussi, c'est même un des éléments clés. On a des entreprises où la décision de mettre en place un outil Travel and Expense vient parfois de tout en haut et se disent on va harmoniser, on met en place un outil unique, worldwide, c'est la stratégie de l'entreprise. Et puis finalement, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que l'organisation sur le scope travel et sur le scope expense, déjà, elle est parfois très silotée, c'est-à-dire que c'est vraiment 2 process gérés par 2 départements différents dans l'entreprise, souvent achat et finance, hein, mais il peut y avoir des variantes. Et puis, parfois, une partie de l'organisation est en local, une autre partie est régionale, une partie est monde, voire des fois, il n'y a pas de partie monde en fait, finalement, de partie globale. Et donc, forcément, si vous essayez de mettre en place un modèle qui ne colle pas du tout avec cette organisation, soit vous devez avoir dans votre projet le fait de faire évoluer cette organisation, soit peut-être que vous devez revoir le modèle pour qu'il soit plus en phase avec l'organisation que vous avez en place. Quel que soit en fait le choix, ce point-là, il doit absolument être adressé. Il posera peut-être pas de problème pendant une phase projet, mais il posera forcément des problèmes après, au moment du run et de la maintenance, parce qu'il n'y aura pas les bons acteurs en face de l'outil ou des process que vous aurez mis en place. Un autre point aussi qui est structurant, c'est quel est votre écosystème IT. Alors forcément, il ne s'agit pas de faire une cartographie monde de tous vos systèmes, mais grosso modo, essentiellement sur la gestion des données de profil. Est-ce que vous êtes une entreprise très centralisée? Est-ce qu'on va avoir un outil avec des données profils par région, par pays, par entité juridique, etc. Et ça va vous donner aussi, d'un point de vue purement technique au démarrage, la marche à franchir et le budget qui doit être alloué là-dessus. À noter que parfois, le budget à mettre en place ces interfaces peut être un des budgets les plus importants du projet. Donc à ne pas sous-estimer dans l'analyse en amont. Ça peut être aussi, alors non seulement parfois le point parfois le plus cher, mais ça peut être aussi ce qui prend le plus de temps. Bien que ce ne soit pas toujours la partie la plus complexe, c'est la partie qui va des fois driver le planning finalement de mise en place. Et puis un autre point qui est essentiel, c'est quelles sont les règles, la culture en fait de l'entreprise. Est-ce que entre le rêve d'un outil unique de la direction générale parfois et la réalité terrain du mandat et de la capacité à imposer un outil sur l'ensemble des zones que vous avez identifiées, est-ce que c'est une vraie réalité, ce qui est le cas dans pas mal d'entreprises, ou est-ce que c'est pareil, il y a une énergie et un budget à allouer parce que en voulant imposer un outil unique, par exemple, il y a un petit peu de vente interne à prévoir, etc. Et que ça, pareil, ça représente parfois un budget plus important que le projet en lui-même. Donc la connaissance du scope cible et de l'entreprise et de la capacité des impacts de transformation que ça va avoir est important à définir pour partir avec le bon planning, le bon budget et les bons choix en termes de modèle derrière. Le deuxième élément qui est important, ça va être toute la partie utilisateur. Ce qu'il faut se dire, c'est que la partie projet, elle va avancer, pas de problème. J'ai envie de dire presque indépendamment des utilisateurs. Par contre, une fois que vous allez déployer et les objectifs que vous devez atteindre, ça, ils vont beaucoup reposer sur l'expérience utilisateur. Et on a tendance à le sous-estimer quand on démarre un projet et qu'on fait des choix. Mais si le parcours utilisateur n'est pas fluide, surtout si on a une culture très orientée, une population jeune ou très orientée techno, une culture digitale, il va y avoir de fortes attentes et vous ne pourrez pas pousser les utilisateurs vers les process, les règles que vous voulez ou les choix que vous voulez qu'ils fassent si leur parcours n'est pas fluide. Oui, Donc, ça veut dire que pas à court terme. Oui, Oui, Gary. si je pouvais rebondir dessus, justement, des fois, on arrive chez des clients qui ont déployé un outil, voilà, qui sont contents de l'avoir déployé, le projet s'est bien fait, ça s'est déployé, et ne comprennent pas pourquoi les utilisateurs y résistent ou l'utilisent juste pas. Et c'est que justement, c'est venu du haut, ça a été pensé par l'équipe qui portait le projet, mais c'est pas adapté à la population elle-même. C'est une population techno, ce client, une société de consulting globale, et c'est une population qui est très techno, qui est habituée à vendre de la techno à leurs clients, qui est très agile, avec parfois une mauvaise culture très open booking, et donc ils sont arrivés avec cet outil qui sur papier était génial, mais qui n'était pas adapté à la culture de l'entreprise. Et je pense que
Mapper sa culture, c'est super important. Oui, il faut une connaissance, une petite cartographie en fait des types de voyageurs et ça n'a pas forcément besoin de prendre beaucoup de temps. Mais cette partie-là est nécessaire parce que quand vous allez démarrer un projet ou faire des choix avec tout le monde autour de la table, chaque département va émettre ses objectifs, ses envies en tant que département, mais les utilisateurs sont souvent peu représentés. Donc c'est important d'avoir cette notion de travel management ou d'expense management, vision utilisateur. Soit un des départements est capable de porter cette vision et de représenter les utilisateurs, soit parfois il y a des sociétés qui font intervenir, alors parfois le travel manager peut représenter en partie l'utilisateur en fonction de son périmètre, mais des fois il y a aussi quelques utilisateurs clés qui sont là pour représenter cette partie-là. Mais c'est clé et il ne faut pas le sous-estimer parce que vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite des impacts, mais vous allez les payer à un moment donné. Oui, et c'est les projets qui se passent le mieux, sont ceux qui impliquent 2-3 utilisateurs clés qui sont représentatifs. Exactement. Mais de bonne volonté. Oui, bien sûr. Pas, voilà. Il Oui, faut ceux qui pas ne sont ceux pas qui les plus sont contre. réfractaires au changement non plus, parce qu'après, ça peut être compliqué. Oui. Mais parfois, par exemple, ce qui peut être en termes de direction qui peut être impliqué, vous avez des équivalents de direction soit commerciale, soit des directions opérationnelles. Donc ça peut être aussi un sponsor en fait qui représente les utilisateurs et les besoins business et métiers. Le troisième point, c'est les attentes au niveau de l'entreprise. Ce qu'on se rend compte quand on démarre des projets, c'est que souvent, les entreprises sont plus ou moins toutes alignées hein, sur les objectifs. Il faut apporter du service, il faut faire des économies, j'ai besoin de data consolidée sur l'ensemble de mes dépenses. Parfois aussi, j'ai besoin d'être plus autonome par rapport aux différents partenaires que je peux avoir dans mes fournisseurs. Mais ce qui n'est jamais forcément aligné, c'est les priorités en fait de ces attentes. Et finalement, on se rend compte parfois au long du projet ou même parfois trop tard que finalement, ils étaient tous d'accord pour faire des économies, mais que les économies n'étaient peut-être pas la priorité numéro une. Et donc, l'alignement sur les attentes et comment on les monitore derrière, ça c'est très important au moment de démarrer et ça va impliquer des choix au niveau des modèles que vous allez choisir. Souvent, on se rend compte que même quand les économies sont le premier élément, alors économie en termes de productivité par exemple, hein, pas forcément que du cash, même quand c'est le premier élément en termes d'objectifs, quand on creuse un peu, c'est pas au détriment non plus du service à l'utilisateur. Donc du coup, un premier point d'alignement entre l'ensemble des départements sur ces objectifs est clé. Vous avez parfois aussi des départements qui ne sont pas impliqués au démarrage et qui pourtant ont aussi des objectifs et qui vont être impliqués trop tard dans le projet et qui peuvent du coup se révéler bloquants. Alors souvent, un département qu'on a tendance à impliquer trop tard, c'est la direction des ressources humaines, qui pourtant est un acteur clé en fait au moment du déploiement, mais qui n'est pas toujours en fait sponsor de ce type de projet ou impliqué dès le début. Or, c'est important au démarrage de mettre tout le monde autour de la table et d'être sûr que l'alignement sur les objectifs est fait. Et ça, une fois que vous le faites, ça vous permet au moment de faire des choix sur les modèles, que les choses soient claires pour tout le monde et qu'en fait, si vous faites le choix sur un modèle plutôt qu'un autre, c'est parce que c'est en phase avec vos objectifs. Karim, des remarques sur... Non, Non, c'est bon. non, je suis assez d'accord avec toi et je pense que justement dans les projets qu'on fait, maintenant on est très vigilant à avoir les équipes RH justement parce que dans les projets c'est les populations les plus résistantes parce que dans ce type de projet, les porteurs du projet pensent quasiment jamais à les impliquer parce que les sujets réglementaires et les sujets de reporting gagnent en général. Le réglementaire, c'est j'ai besoin de contrôler tel ou tel type de dépenses, tel ou tel type de voyage, j'ai besoin d'assurer de pouvoir suivre mes collaborateurs, d'avoir les bons ordres de mission, enfin un certain nombre de contraintes que vous avez tous. Et ces contraintes-là ont tendance à gagner parce qu'elles créent une urgence d'être conforme par rapport aux besoins de l'équipe RH qui, elle, en a beaucoup et qui est impactée par les frais pro, autant en France qu'à l'étranger. Hein. Je pense beaucoup à l'Allemagne où la partie et expérience et réglementaire dans la RH est très dure. Et donc oui, clairement, maintenant, on s'assure qu'il y ait les bons interlocuteurs, même si le client n'y a pas pensé. Et pour nous, c'est un minima, la personne qui gère le travel, quel que soit comment est appelé ce poste dans l'entreprise, les équipes finance, les équipes RH, et aussi, dans certaines tailles d'entreprise, les équipes IT. Parce que justement, tu parlais de bien cartographier
de bien cartographier l'entreprise. Il ne faut pas sous-estimer qu'il y a des entreprises qui, par exemple, n'informatisent pas tous les collaborateurs, pour diverses raisons, parce qu'ils ont beaucoup d'intérimaires, parce que ça tourne beaucoup. À ce moment-là, les équipes IT sont très importantes, et l'outil, du point de vue intégration IT, devient presque la prio numéro 1, parce qu'il faut être capable de le mettre en place, déjà. Quel que soit l'outil, il faut avoir une capacité de le mettre en place. Là où, quand c'est des clients très techno, c'est des collaborateurs qui sont en attente d'expérience utilisateur, bah, ça va être un ordre et des priorités différentes, et ça va changer aussi les choix d'outils et de modèles, et on les verra après. Et enfin, tu as tout à fait raison, la géographie fait que j'ai pas ni les mêmes offres sur place, ni les mêmes habitudes de voyage, ou les mêmes attentes dans les voyages. Et donc, clairement, oui, ça va changer notre capacité à déployer les différents outils. J'ajouterais dans les interlocuteurs à intégrer avant qu'on passe aux différents modèles, parce que c'est pareil, ils sont intégrés tard, la direction de la communication, qui n'est pas un acteur du processus, mais par contre qui est clé en fait dans le déroulement du projet. Et puis, quand c'est pas géré au niveau RH, la gestion du risque pour la partie sûreté voyageurs, qui est aussi généralement mis dans la boucle trop tard. Donc on va du coup passer à la partie des différents modèles. Alors, on estime qu'il y a 2 typologies de modèles finalement. On essaie d'être le plus exhaustif possible, hein, parce que les modèles de base finalement, je pense que la plupart les connaissent. On a 2 typologies de modèles. À gauche, on a mis tout ce qui était finalement un accès unique pour l'utilisateur, et puis sur la droite, des accès parfois séparés pour l'utilisateur, et avec des modalités différentes en fonction des cas de figure. Je pense que le premier modèle qu'on a, donc c'est 2 outils différents et indépendants, est un des modèles du coup qui est connu d'Expensia. Donc Karim, si tu peux expliquer un petit peu ce modèle-là. Oui, donc nous bien sûr c'est un modèle qu'on connaît parce qu'on est pure player de l'expense, c'est-à-dire que notre mission numéro 1 c'est d'automatiser la gestion d'expense. Le modèle des 2 outils indépendants c'est tout simplement le modèle de l'agilité, c'est-à-dire qu'en gros le projet expense est porté par les équipes finance par exemple, le projet travel est porté par les équipes travel manager. C'est très adapté à des entreprises agiles, très techno, qui ont un système d'information facile à intégrer et donc arrive à le mettre en place sans qu'il y ait de surcoût d'intégration. Donc ça, c'est première raison d'avoir ce modèle-là. La deuxième raison, c'est aussi des raisons de timing. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, moi j'ai aujourd'hui dans mes ordres de problèmes de priorité, j'ai l'expense ou le travel, vice-versa. Donc je vais aller déployer un outil d'expense et je ferai le travel après. Et on le voit en fonction de la maturité des clients. Quand ils font l'expense avant, ils nous challengent sur quelle est la capacité demain à changer de modèle ensemble. Donc c'est assez intéressant. Mais ce qu'on voit, c'est principalement ce qui drive ce modèle-là, c'est soit une agilité qui fait que l'entreprise a envie d'aller vite, drivée par des équipes différentes, avec des contraintes de reporting moins dures, soit du timing, en disant faisons l'expense, consolidons tout ça, et dans 2 à 3 ans, on reparle du travel, juste rassurez-nous sur le fait qu'on pourra changer de modèle s'il y a besoin. Oui, je rajouterais même, tu parles d'un des extrêmes sur les entreprises très agiles, qui n'auront pas du coup de surcoût IT, etc., en mettant en place ces modèles. Et à l'inverse, moi je vois aussi des cas pour le coup de structures avec des organisations beaucoup plus lourdes ou figées, qui fait que même si des fois il y a une discussion sur le fait d'avoir un seul outil, l'organisation de l'entreprise à date fait que la marche à franchir est tellement importante que, comme tu le disais, en termes de timing, ce ne serait pas jouable. C'est-à-dire que Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre tout le monde savent. d'accord, il y a beaucoup de Voilà, et donc du contraintes, coup, quoi. la lourdeur du projet fait qu'il y a un risque très important de ne pas aboutir ou d'aboutir que sur une partie du scope et du coup d'avoir des budgets qui explosent. Et donc dans ces cas-là, quand c'est trop déphasé par rapport à l'organisation de l'entreprise et que ça arrive trop tôt, on a eu des clients, par exemple, où on se retrouvait à être le premier projet unique groupe. Bah, ça veut dire que le projet, il porte quand même toute une transformation d'entreprise qu'il faut prévoir dans les budgets. Des fois, ce n'est pas envisageable, en fait, sur le TNI. Donc, on a eu ces cas de figure-là aussi. Oui, et il ne faut pas Alors sous-estimer ensuite, aussi dans ces organisations. Vas-y, pardon. non, vas-y. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer dans ces organisations-là aussi quelque chose que j'appelle avec le sourire. Moi, je viens vraiment du monde du soft et de ce type de déploiement massif, ce que j'appelle les projets infinis. C'est-à-dire qu'il faut faire attention dans les organisations, quand un projet est suffisamment long, il devient infini parce que ses paramètres changent pendant que le projet se met en place.
Complètement. L'entreprise rachète une filiale, ouvre un nouveau pays, change de structure en même temps que le projet se met en place ou change de RP, etc. Donc c'est important des fois pour ces organisations-là de dire faisons un pas après l'autre pour justement faire le projet, le clore, passer au suivant, plutôt que de faire un projet qui est trop long, pendant lequel les contraintes et les paramètres changent, ce qui fait qu'il faut toujours adapter le projet en continu. Exactement. Alors, on a un deuxième cas de figure, donc cas numéro 2, un outil unique qui fait le travel and expense. Donc ça nous arrive aussi côté Axis fréquemment sur nos projets. Et donc là, forcément, ça va s'adapter à l'entreprise qui a déjà centralisé un minimum de choses, parce que qui dit outil unique, quel que soit le scope dit qu'il y a une organisation unique aussi derrière. Comme on l'expliquait précédemment, si on n'a pas la capacité à avoir des interlocuteurs en centrale pour gérer, bah, c'est très compliqué de faire vivre en fait finalement un outil et un process unique. La capacité aussi à avoir un mandat sur l'ensemble du scope qui a été défini, parce que pareil, pour des questions de timing, déployer vite veut dire aussi qu'il n'y a pas non plus trop de ventes internes. Et puis aussi forcément un minimum de cohérence globale en interne entre ceux qui gèrent la partie travel, ceux qui gèrent la partie expense, enfin une capacité en fait à les mettre autour de la table pour les aligner sur des objectifs communs. Donc c'est ce qu'on évoquait précédemment, c'est très très dépendant de l'organisation interne en fait finalement de l'entreprise. Est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'elle a la capacité à faire? Sachant que Oui, la complexité, oui, vas-y complète. c'est-à-dire, si je peux rajouter juste un truc, excuse-moi Amélie, entre le modèle 1 et 2, il y a aussi la couverture fonctionnelle qui des fois va handicaper le modèle d'un seul outil. C'est-à-dire que des fois, quand c'est des outils séparés, étant plus spécialisés, ils vont plus loin, que ce soit dans le travel ou dans l'expense. Donc ça aussi, ça peut jouer dans ce type de choix en disant, est-ce que je peux, dans cet outil unique, avoir la couverture que je cherche? Donc ça aussi, c'est Oui. un des éléments. Et c'est là où, quand on comprend bien sa capacité à faire évoluer les règles en interne et à standardiser, à venir sur des standards du marché, plus son scope géographique, c'est forcément, plus il est réduit, moins il y a des spécificités locales qui nécessitent de l'expertise. Voilà, la compréhension de son scope est clé pour savoir si c'est faisable et pertinent pour l'entreprise d'avoir un outil unique. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de pertes de services ou comme tu l'évoques, moins d'expertise du côté expense ou travel parce qu'on a choisi un outil qui vient d'un cœur de métier déjà à la base, forcément. La plupart des outils du marché ont soit démarré par le travel et développé l'expense, soit inversement. Donc forcément, en fonction de son scope et de ses attentes, il y a des impacts. Alors ensuite, on a un troisième modèle, des outils différents et indépendants, mais où là, pour le coup, il y a une spécificité, c'est que le voyage est porté par l'agence de voyage. Donc ça, c'est aussi un Oui, modèle que donc vous connaissez côté Agencia, avec Agencia, pardon, euh, côté oui, Expense. donc c'est un modèle qu'on fait avec Agencia c'est proche du modèle 1, mais avec une expertise qui est portée par la TMC. C'est-à-dire que c'est fait pour des partenaires qui travaillent bien ensemble, donc c'est le cas d'Expensia et Agencia par exemple, et c'est deux outils qui ont l'air indépendants de l'extérieur, donc c'est porté par deux éditeurs ou deux entreprises, mais cette TMC apporte cette solution clé en main, cette expertise et cette capacité à déployer. Donc, ça permet pour l'acheteur d'acheter quelque chose de consolidé en quelque sorte, une solution où il est rassuré sur le fait que ça va bien marcher ensemble. Là, dans le scénario 1, il peut vouloir challenger l'un ou l'autre sur est-ce que ça va marcher ensemble et est-ce que si je fais que l'expense, demain le travel marchera ou vice-versa. Dans le scénario 3, il y a un expert qui est là, un expert externe, la TMC, qui va venir porter la partie travel et avec des partenariats forts qui font qu'on s'engage sur le fait que ça va bien fonctionner ensemble. Et donc c'est un modèle clairement qu'on retrouve beaucoup chez nos clients de plus en plus comparé au modèle 1. Voilà, donc c'est un modèle qui marche plutôt pas mal. Sans enlever les contraintes géographiques dont tu as parlé tout à l'heure, sans enlever le besoin de cartographier. Donc évidemment, il faut que cette cartographie se fasse, que la TMC couvre suffisamment globalement. Nous, c'est pas pour rien qu'on a fait avec Agencia, c'est aussi le côté global, et que l'outil Expense aussi couvre les différentes contraintes. Donc nous, c'est le modèle qui est en train de se développer le plus. Ouais.
Sachant que c'est vrai que les modèles où Agentia a été déployé soulevaient des questions du coup sur les clients qui voulaient faire des changements ou les clients qui potentiellement voulaient choisir Agentia, du fait que la brique Expense n'était pas forcément intégrée. Et donc ça répond du coup, je pense, à une forte attente du marché sur ces acteurs-là. Oui. L'autre point aussi qui peut, dans les cas sur lesquels on a pu préconiser ou ce modèle-là, c'est quand la société, et toujours pareil, c'est là où c'est intéressant de bien se connaître en interne, la société a fait le choix de ne pas garder l'expertise en interne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un acheteur qui va négocier les compagnies aériennes, etc., voire que des fois qui va externaliser cette partie-là, mais le travel management en tant que tel n'est pas vraiment porté en interne dans l'entreprise parce que ça nécessite un niveau d'expertise très important, qu'il n'est pas toujours pertinent en fonction des contextes en fait d'internaliser. Et donc du coup, on est dans des scénarios où finalement l'expertise, elle est côté agence de voyage. C'est l'acteur clé qui ne fait pas que émettre les billets, etc., mais qui apporte aussi le service pour optimiser le process, etc. Et donc finalement, l'enjeu à avoir un outil voyage très intégré avec le back-office de l'agence est l'élément qui est le plus important versus avoir un seul outil unique pour l'utilisateur et qui apporte le plus de Oui. valeur au global. Et ça réduit aussi le coût de la transformation ou la résistance au changement, pour ne pas parler coût parce que c'est un sujet qui est plus large, mais ça va accompagner l'entreprise parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir peut-être des assistants, des assistantes, il y avait l'habitude d'avoir un back-office et du service. Et donc passer d'une entreprise qui était plus classique à tout de suite 2 outils sans service derrière, peut-être ça c'est une solution intermédiaire qui va permettre de les accompagner. Nous on le voit beaucoup dans le bancaire, chez nos clients bancaires, dans l'industrie, des entreprises d'une certaine taille, où justement, ou même dans le public, où justement ça les rassure de ne pas faire une transition d'un coup vers juste un outil, sans expertise en interne dans l'entreprise ou dans l'organisation, et de pouvoir s'appuyer sur la TMC. Alors un point important aussi qui relève de bien se connaître déjà en amont et surtout de savoir quel est son objectif à long terme, c'est que ce modèle-là n'est pas possible avec toutes les TMC et tous les outils. Donc, il ne faut pas se dire je démarre avec un projet Expense ou je démarre avec ma TMC et puis plus tard je demanderai aux deux outils de se plugger ensemble. Ça, en fait, ça nécessite qu'il y ait une forte compatibilité entre les outils et du coup de savoir dès le démarrage qu'à terme, plus tard, on rajoutera le travel ou on rajoutera l'expense. Mais c'est quelque chose qui doit être réfléchi dans la stratégie en amont pour que le modèle puisse fonctionner correctement. Oui, je suis d'accord avec Euh, toi. C'est en train de se flexibiliser, où il y a de plus en plus d'agilité dans le marché, mais oui, clairement, il faut que les outils se parlent. Alors, un quatrième modèle qu'on a, c'est que la société là, reste sur son modèle de se dire j'aimerais avoir un outil unique parce que pour mon utilisateur, je veux qu'un seul accès. Ou alors, comme tu évoquais tout à l'heure, l'écosystème IT est tel que développer en double plein d'interfaces parfois ne peut ne pas faire de sens. Par contre, ils se rendent compte que le scope géographique est tellement vaste ou avec certains pays spécifiques et que en fait un outil unique global est difficile à concevoir, entre autres parfois surtout sur la partie travel. Et donc là, du coup, il y a des sociétés qui font un choix d'avoir un outil unique, mais par plaque géographique. Et aussi parce que parfois l'organisation est par plaque géographique. C'est-à-dire que le reporting consolidé monde, bah, finalement, il serait peut-être intéressant, mais en fait, il n'y a personne au niveau monde en fait pour le gérer et l'optimiser, faire un plan d'action. Parce que l'organisation du travel management ou de l'achat est régionale. Donc du coup, on se retrouve avec des sociétés qui font le choix de se dire, bah, j'ai un outil pour l'Europe, un outil pour la plaque Nord-Amérique et un troisième outil ou autre modèle pour la plaque Asie. Parce que les besoins en local sont différents, que j'ai quelqu'un qui gère au niveau de la région et qu'à un moment donné, consolider un reporting avec ces trois écosystèmes est suffisant pour moi en fait et que je n'ai pas besoin d'avoir un outil unique global. Donc ça, on a des sociétés qui ont ce modèle-là. Disons que c'est un entre-deux entre prendre en compte du 100% spécifique en local et imposer un outil au global en fait sur l'ensemble du scope. Un cinquième cas de figure, là on a des outils qui sont différents, mais qui sont connectés ensemble, mais ce n'est pas l'agence qui porte l'outil. Donc là, je crois que vous avez aussi ce modèle-là chez Donc c'est un Expensia. modèle qui est plus récent, qui est plus innovant entre guillemets. Donc ça, c'est quand l'entreprise ne passe pas par la TMC et donc n'a pas ce service supplémentaire derrière, mais souhaite le faire quand même sur certains pays, sur certaines régions, quand ils ont l'expertise en interne aussi, quand ils ont une vraie équipe de travel management. C'est vers cet outil-là qu'on va. Ça peut être autant
avec des SBT que même avec ce que j'appelle des nouveaux pure players du voyage. C'est-à-dire que, et c'est là où la frontière TMC et outils peut être très fine, mais je peux citer par exemple un Uber for Business ou un Airbnb for Work ou des acteurs comme ça où en fait c'est des outils différents. Expensia et Uber for Business évidemment c'est des outils différents, mais qui vont être suffisamment bien connectés pour que l'expérience soit sans couture pour le collaborateur. Et la flexibilité du modèle 5 comparé à 2 et 4, au final, pour l'utilisateur, ça va se ressembler. Mais à mettre en place, c'est un peu plus agile parce que justement, je peux avoir un outil d'expense global, mais venir gérer mes spécificités de travel plaque par plaque ou région par région. Nous, on voit des clients qui vont par exemple mettre Egencia, Expensia et Uber for Business. Et donc, ça, c'est un modèle hybride. Il ressemble aux trois, mais il n'y a pas la TMC, donc il n'y a pas ce service supplémentaire qui vient et qui nécessite donc que le client ait une expertise en interne et une capacité à déployer. Donc c'est un petit peu un écosystème à la carte. Mon point d'entrée est l'outil Expense et en fonction de ce que font mes utilisateurs, je les laisse sur leurs habitudes, mais je m'assure le plus en amont possible de capter l'information, de pouvoir agir dessus et au moins récupérer la data. Oui, donc nous on le voit surtout dans des entreprises qui sont justement sans organisation monde trop rigide. Moi je pense à un client bancaire français qui est déployé, c'est une banque d'affaires qui est déployée un peu partout en Europe, et justement ils viennent d'un monde où avant chaque filiale faisait ce qu'elle voulait. Ils ont décidé de consolider pour des raisons de reporting et des raisons réglementaires et des raisons d'expérience utilisateur de dire on va prendre un seul outil d'expense. Et ils ont trouvé beaucoup de difficultés à dire je prends un seul outil travel et expense partout. Et donc ils ont fait des implémentations, au-delà de l'expense, ils ont fait des implémentations qui sont assez innovantes par pays. Donc ils ont choisi en Pologne de mettre Uber for Business, ils ont choisi au Portugal d'avoir une agence, enfin une TMC sans SBT parce que c'était les habitudes locales. Et ils ont choisi à Madrid et Francfort d'avoir un Egencia pour faire la partie vraiment travel. Après, on le voit aussi de l'autre côté, ce différent accès de contenu en direct, finalement, qui parfois court-circuite l'agence de voyage. La question qui se pose aussi aujourd'hui sur le marché, c'est est-ce que le réceptacle et l'outil maître, il est l'outil expense ou est-ce que potentiellement il est l'outil travel? Parce qu'on a aussi du coup certains modèles où c'est le SBT qui porte un peu les différentes connexions au contenu. Et Oui. ça, ça dépend complètement du scope qui va être déployé par l'entreprise, de qui prend le lead et qu'est-ce qui est l'élément le plus central finalement pour l'utilisateur dans le contexte de l'entreprise. Mm. Et aussi comment les politiques restent cohérentes entre les deux outils. Il y a un travail à faire aussi sur ces politiques-là, des choses assez simples au final qu'on fait par exemple avec Egencia. On va faire des choses comme toute bête, je passe en note de frais un billet de train. Avec notre techno de reconnaissance, on voit quelles sont la source et la destination, l'endroit où le billet de train a été pris. Ça correspond pourtant à une offre déjà négociée par l'entreprise à l'intérieur, enfin utilisable à l'intérieur de l'outil, on prévient le salarié, on lui dit que ce n'était pas une bonne idée de le passer en note de frais. Et donc du coup, on utilise la combinaison des deux outils pour aussi faire de la conduite du changement, en Ouais. permettant au collaborateur d'avoir en un clic, au moment où il fait une action, de l'aide à la décision. De la même façon, il passe une facture de taxi, ils vont lui dire il y a un contrat groupe avec Uber for Business, la prochaine fois passez par Uber. Voilà, donc, aussi, pouvoir implémenter correctement la totalité des politiques, c'est super important. Alors on voit un autre modèle aussi, alors qui va s'adresser peut-être à d'autres types d'entreprises, qui est le modèle du one-stop shop, où là, j'ai envie de dire, on est complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'on voit une tendance où l'entreprise a besoin de se dissocier un petit peu de l'agence de voyage et de faire un peu à la carte en fonction de ses besoins. Et inversement, on a certains types d'entreprises, entre autres parce que l'expertise sur ce domaine-là en interne est coûteuse aussi à maintenir, et peut-être qui ont des tailles plus réduites, qui du coup vont s'orienter vers un modèle où c'est l'éditeur qui porte l'intégralité en fait finalement de l'écosystème. Donc le client n'a pas à choisir quels sont les différents contenus ou prestations qui sont proposés. L'éditeur va porter le contrat de l'agence, des moyens de paiement, du contenu, etc. Et va offrir un service clé en main. Et là, on est sur des sociétés qui sont dans des standards,
qui n'ont pas de spécificité en fait à implémenter et surtout qui ne veulent pas du tout développer la connaissance ou l'optimisation en interne, qui veulent un service clé en main à adresser. Donc voilà pour les 6 modèles qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché. On souhaitait du coup, parce que Expansia est du coup un acteur important sur le marché et forcément est confronté à tous ces modèles-là et ces interrogations chez les clients, faire un petit zoom sur le modèle d'Expansia et pourquoi en fait il y a ces choix stratégiques qui ont été faits, parce qu'ils répondaient à des demandes en fait finalement côté client, du coup pour illustrer les questionnements qu'il peut y avoir en fait aujourd'hui au niveau des entreprises. Oui, merci Amélie. Donc nous, comme je disais, on vient du logiciel et du voyage d'affaires et du paiement comme équipe. Et donc on s'est lancé en 2014. Et donc évidemment, en se lançant là-dedans, la question s'est posée du TNI versus être un pure player de l'expense. Donc nous, on a fait ce choix stratégique d'être un pure player de l'expense en posant le constat que en fait, le marché, il a besoin dans une partie du marché, dans certains scénarios, a besoin de l'agilité de pas avoir l'obligation d'avoir un seul outil dans les différentes contraintes de capacité d'exécution et de plaque géographique, etc. Et de dire comment est-ce que être pure player expense peut résoudre ce problème. Donc, comment on le fait? Donc, d'abord par la complétude fonctionnelle. Donc, on va aller très loin dans la gestion de l'expense quand il y a des spécificités techniques, quand il y a de l'archivage papier à faire au global, donc de l'archivage numérique à faire au global, quand il y a des sujets de paiement, quand il y a donc on va aller loin là-dedans et ensuite on va donner, par notre agilité, par notre expertise, on va vraiment donner cette plateforme où le client va à la carte plugger ce qu'il veut. Donc cet exemple de banque d'affaires que je donnais tout à l'heure, au-delà même de travel et expense, ils ont des cartes à faire, mais pas les mêmes dans tous les pays, pas de la même façon. Ils vont avoir des ERP différents. Et ils vont avoir donc on a construit Expensia autour de l'idée de dire on va aller très loin dans l'expense, profondeur fonctionnelle, et ensuite on va laisser le client, enfin laisser, on va le faire pour lui, la capacité de venir brancher ces différents éléments. Donc nous on s'aligne beaucoup justement sur le modèle 1, 3 et 5, en fonction de la maturité du client, en fonction de son envie de faire, et en fonction de sa capacité à faire. Ensuite, on dit au client, au fait, nous, notre métier, c'est pas, on n'est pas SBT, notre métier, c'est pas le booking, et qu'il existe un monde qu'on appelle le best of both worlds, qui en dit au client, prenez le meilleur de l'expense et prenez le meilleur du travel, tout simplement. Donc, et on lui donne cette possibilité de le faire quand il a envie d'aller loin dans les deux, plutôt que d'aller construire, nous, un outil de travel. Tu disais tout à l'heure, les acteurs consolidés, soit ils viennent de l'expense et ils ont développé le travel, soit ils viennent du travel et ils ont développé l'expense. Nous, on s'est dit, on ne va pas aller développer le travel, nous, on va plutôt aller chercher les meilleurs du marché et trouver une façon pour que le client puisse acheter un outil consolidé, mais en ayant le meilleur des deux mondes, plutôt que de lui fabriquer un outil de travel en venant de l'expense. Donc voilà, donc c'est ça notre vision, c'est en venant par la techno et la complétude fonctionnelle, en mettant de l'IA à tous les étages, c'est-à-dire pouvoir faire de la validation de dépenses par IA, etc. Avec cette agilité-là, on va chercher les meilleurs SBT du marché ou les meilleurs pure players du marché ou les meilleurs acteurs, et ça c'est tout simplement à travers ce que veut le client et à travers les contraintes du client et ce qu'il souhaite, pouvoir lui offrir justement une solution La unique Travel compatibilité. Expense. Exactement. Pour que lui, il ait acheté en réalité une solution unique Travel Expense, sauf que dedans, il y a deux briques qu'on appelle nous le best of both worlds qui se connectent pour qu'il ait cette expérience-là, tout simplement. Très bien. On a une petite question du coup, je pense, vu qu'il nous reste quelques minutes, une petite Oui. question de Christelle qui disait dans le modèle numéro 5, est-ce qu'on a déjà eu des cas du coup de mauvaise combinaison? Alors, la réponse en tout cas de notre côté est oui, clairement. On a parfois des clients en fait qui cloisonnent énormément le choix de l'outil qui est géré par un acheteur qui du coup va être différent de l'acheteur travel en fait qui gère l'agence de voyage. Et puis du coup, au moment d'un appel d'offres, tous les outils travaillent ensemble concrètement. Donc côté SBT, on va toujours dire pas de problème pour bosser avec telle agence. L'agence ne veut pas perdre son contrat, elle va dire pas de problème pour bosser avec tous les SBT. Et puis dans la réalité terrain, c'est pas qu'ils sont incompatibles. Dans la réalité terrain, il y a des niveaux de compatibilité très très variés. Et finalement, pendant un appel d'offres, le fait de poser des questions bien précises
et de ne pas juste dire est-ce que vous travaillez avec cette agence, parce que ce sera toujours le cas, il y a des questions bien précises à poser sur l'intégration, je pense entre autres, des profils. Comment se passe la synchronisation des profils et la récupération des données, sur les limitations qu'il peut y avoir sur la prévente sur certains services, la capacité à processer des réservations jusqu'au bout en fonction des choix qui auront été faits par le client en amont. Donc finalement, quand il y a déjà une agence en place, quand on choisit son outil SBT, il y a un ensemble d'informations sur la compatibilité à mettre dans les RFP qui est très importante pour être sûr que ça fonctionne derrière. Et l'autre point à checker, pour être un peu dans la durée derrière, c'est quels sont les enjeux stratégiques commerciaux de l'outil voyage avec l'agence de voyage. Et ça, c'est important à comprendre, les modèles économiques et les stratégies commerciales. Forcément, si vous choisissez un outil qui appartient à une autre agence de voyage que celle que vous avez, ou inversement, un outil qui n'a pas lancé de partenariat avec cette agence, même si elle a si elle a quelques clients communs, vous pouvez supposer qu'à terme, ça n'évoluera pas aussi bien en termes de compatibilité que d'autres combinaisons. Et sachant que Et généralement, Amélie, les contrats au-delà, sont quand même en place 5 ans. Oui. oui. C'est même au-delà de l'agence, hein, parce que je pense aussi la question de Christelle, elle est aussi sur les outils eux-mêmes, entre entre le SBT et l'outil Entre les d'Expense. deux outils. Et aussi, je pense que ce que veut Christelle a dit, oui, lesquels. C'est une bonne question. On ne va pas forcément citer de mauvaises combinaisons. Par contre, Non, ça Amélie, change. tu as apporté ça change et tu as apporté une grande partie de la réponse qui est de dire au moment de l'appel d'offres, il faut poser les bonnes questions assez précises, pas juste êtes-vous compatible. Et il faut aussi regarder ce que j'appelle l'ADN. C'est-à-dire que dans l'historique des entreprises, dans leur ADN, dans leur façon d'aborder le digital, dans leur façon d'aborder le réglementaire, dans leur façon d'aborder les projets, les entreprises qui se connectent les mieux sont celles qui partagent l'ADN, qui partagent une ADN commune, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Après, on ne va pas forcément citer de mauvaises combinaisons, je ne sais pas ce que tu penses, Amélie, mais, Non, mais parce qu'en plus, ça évolue. C'est-à-dire un rachat à un moment donné dans le secteur, ou tout d'un coup un client très stratégique qui fait qu'il y a une volonté à travailler ensemble, et les choses peuvent se débloquer dans un sens ou dans l'autre rapidement. oui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que comme tu disais, quand il n'y a pas d'ADN commun, quand il y a peu de clients, par exemple, un des éléments qu'on regarde dans un RFP, quand on est sur un nombre de pays important, c'est sur la zone, on ne demande pas juste est-ce que vous travaillez ensemble, on demande quels sont les clients qui utilisent en fait vos deux outils, ou votre agence et cet outil. Est-ce qu'on peut avoir un contact et quels modules ils ont déployés. Donc il faut aller au-delà quand même de juste le discours commercial, clairement. Après, on a eu des cas de figure aussi, et là, pour le coup, ça, je pense que c'est vraiment illusoire de penser ça, de se dire, nous, on est une grosse structure, on a beaucoup de volume, en fait, on va les obliger à travailler ensemble. Et comme ces deux fournisseurs, ils vont vouloir s'adapter aux clients. Sauf qu'en fait, au niveau des éditeurs, et encore plus au niveau de l'agence, les enjeux économiques des acteurs du marché dépassent largement ceux d'un client unique. Et donc finalement, forcer deux éditeurs à travailler ensemble quand ils n'ont pas de stratégie à travailler ensemble, c'est énormément de coûts cachés pour le client derrière, parce que c'est lui en fait qui va devoir piloter pour s'assurer que les deux travaillent ensemble correctement. Alors que si jamais c'est dans leur stratégie et qu'il y a déjà des choses en place, les choses elles se font naturellement en fait finalement entre les différents partenaires, SBT Agence ou SBT et EMT. Il y a une Voilà, question j'espère que ça aussi sur répond à les. la question de Christelle. Il y a une deuxième question aussi sur les ROI, du fait que les appels d'offres doivent être remis en concurrence tous les 4 ans. Il serait trop compliqué de changer d'outil d'expense aussi rapidement. Donc c'est une question d'Anthony. Alors je suis assez pas d'accord parce qu'on le voit chez nos clients qui arrivent à changer de façon assez agile. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est d'aller de rien à un outil. Je ne sais pas si tu le partages, Amélie. Une fois qu'on est parti, une fois qu'on a déjà un outil, les changements ne sont pas si pénibles. Parce qu'évidemment, il y a du change management au niveau des collaborateurs, mais il y a déjà un certain effort de tuyauterie, d'interface, que cet effort-là n'est pas que technique, il est aussi chez le client. Nous, on arrive des fois chez des grands groupes et on se rend compte que leur capacité à délivrer une interface RH n'est pas si évidente parce que multiples filiales, multiples outils, une partie de la population qui n'est pas informatisée ou pas dans l'outil RH. Et donc, une fois que toute cette tuyauterie est mise en place,
le nouvel outil qui arrive, il va réutiliser une grande partie de cette tuyauterie. Il ne va pas refaire à zéro. Donc moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que changer d'outil d'expense au bout de 4 ans est tout à fait faisable avec un vrai ROI. Alors, je rajoutais juste un petit complément, c'est qu'il faut que le premier outil qui a été mis en place, sur les aspects fonctionnels, il y ait eu des harmonisations aussi. On a aussi des cas de figure où il y a un outil qui est en place, mais par contre, on a voulu reproduire l'existant de A à Z. Et à l'époque, on a demandé à cet outil de faire du non-standard en fait pour le client, qui lui du coup du non-standard qui n'évolue pas, et qui fait qu'en fait, quand on veut changer d'outil, comme c'est plus du tout des standards du marché ou des bonnes pratiques, si on n'accepte pas d'aller vers une harmonisation des process et des règles, pour le coup, on n'arrive plus à changer d'outil. Mais là, on se dit du coup, quel est Oui, l'intérêt d'un appel d'offres quand on sait que ce qu'on demande à la base n'est pas possible en fait sur le marché aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus, on n'est que sur des outils en SaaS avec un minimum d'alignement sur les bonnes pratiques du marché. Donc, il faut quand même que le oui. fonctionnel ait pu harmoniser aussi un petit peu en amont. Et on le voit même sur Mais les on voit de outils plus en existants, plus de c'est-à-dire que des marchés fois, publics oui. qui arrivent à changer d'outil. Oui, et on le voit même, le plus triste qu'on voit, c'est quand des personnes, enfin quand des clients ont des outils existants et que même monter de version dans l'outil existant pose problème à cause justement de tout ce De spécifique spécifiques. dont tu parles, Amélie, qui est même monter de version dans l'existant se retrouve être un énorme projet parce que même l'éditeur d'origine ne voulait plus, ne veut plus maintenir ça. Par exemple. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a, c'est tout à fait conscient que je pense que cette évolution en fait des process internes sur la partie publique est beaucoup plus compliquée que dans le privé. Ça nécessite un investissement à un moment donné dans le projet qui est plus impactant en termes de budget, et peut-être que c'est ça aussi qui fait que la partie change coûte quelque chose aussi au moment d'un appel d'offres pour changer. Oui, clairement. Du coup, on arrive au bout du timing qui était prévu. Euh, S'il y a des questions supplémentaires sur certains éléments, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos coordonnées sur la présentation. N'hésitez pas à nous contacter après, en confinement. Heureusement, on a un petit peu de temps du coup. Donc, on se fera un plaisir de répondre à des questions complémentaires. Et puis, la présentation, du coup, vous sera accessible avec le replay. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre Merci à tous. participation et de vos questions. Voilà, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous, et on prévoit côté Axis de faire ça régulièrement, donc n'hésitez pas à suivre l'actualité. De même, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. On a également des webinaires orientés outils ou orientés métiers. Et puis faites attention à vous. Au revoir. Au revoir.